Ok l'équipe, bonjour à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Bon, j'étais absent pendant cet été, en vacances comme tout le monde. Petite promo, les relax sont toujours dispo, donc n'hésitez pas à passer par le mail pour commander. Aujourd'hui on va parler d'autre chose. On va parler de la nouvelle montre que j'ai achetée. Alors c'est une Universal Genève qui date grosso modo du début des années 70. Est-ce que je vous fais le topo sur Universal Genève? Ouais. Je suis pas d'habitude hyper des gens qui présentent des montres et qui disent, enfin qui décrivent toute l'histoire, parce que bon en vrai on l'a écouté 1000 fois, et surtout quand c'est des marques assez connues. Universal Genève, je pense que c'est assez connu enfin c'est même très connu parmi les connaisseurs, mais pas forcément hyper connu parmi on va dire la population moyenne. Donc c'est une marque qui a disparu avec la crise du quartz, enfin disparu. Les ayants droit ont encore les droits de la marque, donc en fait elle n'a pas réellement fondamentalement disparu, mais disons qu'elle produit plus grand chose, voire même rien du tout je pense. Et elle a fait en fait enfin les beaux jours de la marque datent des années 60-70. Il y a eu un peu de quartz aussi au début des années 80, et les quartz Universal Genève peuvent être intéressants, mais il faut faire très attention parce que c'est pas toujours, enfin il y a eu aussi des choses qui sont pas très bonnes, mais ils étaient aussi au début du quartz, ils ont développé des calibres, etc. Universal Genève, c'est très connu forcément pour la pole router, vous l'avez déjà vu 50 fois, avec le bumper au début, le calibre à bumper au début, puis le calibre micro-rotor, qui est, je pense, une des choses les plus connues d'Universal Genève, ce calibre micro-rotor qui a équipé la pole router. Mais c'est aussi énormément connu, enfin, c'est aussi très très, on va dire, renommé en raison des chronographes. Ils ont fait énormément de chronographes dans les années 60, 50, 60, avec des mouvements qui étaient complètement faits de A à Z. C'était pas du Lemania, c'était pas du Valjoux, etc. C'était des purs mouvements manufacture Universal Genève. C'est assez difficile de se procurer des chronographes en très très bon état Universal Genève. Ça tourne entre 3000 et 5000 euros. Souvent, c'est des boîtiers en or. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'Universal Genève en acier sur les chronographes. Ça doit exister. Et puis il y a l'Apple Router aussi que vous trouvez entre eux. Les prix sont assez variables. Avec l'Apple Router, il faut faire très très attention. C'est des montres qui ont été pas mal bidouillées. Et puis il y a eu surtout, en raison de l'écosystème suisse, de l'écosystème industriel suisse de l'époque, il y a eu énormément de versions, de déclinaisons différentes. Vous en avez avec des calibres à bumper. Donc calibre à bumper, c'est le calibre automatique avant le calibre à masse oscillante. C'est à peu près le même principe, sauf que la masse oscillante elle est renvoyée par un ressort parce qu'en fait il y a un remontage qui est unidirectionnel. Il y a aussi donc, du coup le calibre micro-rotor qui est en fait l'Universal Genève un peu la plus prisée, puisque c'est ce qui fait sa renommée. C'est la première montre designée par Gerald Jonta et qui coûte entre, on va dire, 1000 pour les premiers calibres à bumper un peu rincés, jusqu'à 3000 euros. Donc pour des versions en or avec calibre à micro-rotor, c'est peut-être un peu plus cher. Mais c'est des montres qui sont encore largement sous-cotées. C'est des montres aussi, ce qui n'est pas trop souvent le cas des montres vintage qui ont des dates. Donc ça, c'est un peu acceptable pour les nazis de la date comme moi. Après, je ne la prendrai peut-être pas forcément avec une date. Mon avis sur les dates a un peu changé. Même si je reste quand même un partisan des dates, mais il a un peu changé. Donc celle-ci, c'est pas, on va dire, une figure de proue de la marque. C'est une montre qui date de la fin des années 60, début des années 70. Je sais pas si on peut voir la référence exacte ici. Donc, en fait, cette montre fait un peu partie de la figure de proue de... Enfin, pas de la figure, c'est pas justement pas une figure de proue d'Universal Genève, mais Universal Genève a fabriqué pas mal de montres habillées dans ce type-là. Donc, celle-ci, elle a un boîtier doré. Vous en retrouvez aussi avec des boîtiers argentés. C'est un remontage manuel. Mais en fait, ce boîtier a aussi été utilisé avec des calibres à micro-rotor. Et donc en fait, il y avait un peu deux gammes à l'époque. Dans ce boîtier, il y avait la gamme un peu plus entrée de gamme, on va dire, avec un calibre manuel comme sur celle-ci. Et puis on avait aussi la gamme un peu plus onéreuse et un peu plus cossue, on va dire, avec un calibre à micro-rotor, donc automatique. Les deux avaient deux aiguilles. Il y a eu plusieurs calibres micro-rotor chez Universal Genève, il n'y a pas que celui de l'Apple Router, il y en a eu plusieurs. Elle est extra fine, elle fait 6 mm d'épaisseur. Vous voyez que le cuir est quasiment aussi épais que la montre en fait. Bon, le cuir est de très mauvaise qualité, il va falloir que je change ça. C'est le cuir que j'ai reçu sur la montre. Je pense que je vais mettre soit un cuir vert, soit un cuir rouge, un croco de couleur quoi. Je vais acheter ça chez Hirsch. J'ai tous mes bracelets cuir chez Hirsch. C'est pas forcément la meilleure qualité, mais je me vois mal
dépenser genre la moitié du prix de la montre dans un vrai bracelet en cuir. En vrai cuir de croco en tout cas, puisque Hirsch c'est du vrai cuir, mais c'est de l'embossé. C'est une montre donc 2 aiguilles. Alors en soi sur le design, il n'y a pas grand chose à dire en fait, parce que c'est quand même assez, assez explicite. On n'a pas de trotteuse particulière, c'est une 2 aiguilles. C'est une montre qui a une forme un peu atypique, mais c'est pas non plus un truc de zinzin non plus. Remontage manuel avec une toute petite couronne. Et elle marche très bien, elle tient très bien l'heure, je sais pas si elle a été révisée. À l'origine, en fait, à l'intérieur, vous avez un calibre, je vais vous mettre une photo. Vous avez un calibre en fait qui est un calibre de femme, qui est extra fin, et c'est un calibre de montre femme. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas forcément de seconde, parce qu'il n'y a pas forcément suffisamment de couple pour emmener une trotteuse. Je sais pas, je connais pas exactement les specs du calibre, mais ce qui donne une montre qui est vraiment ultra fine. Et puis aussi, forcément, quand on enlève la seconde, on économise un peu de place. Moi, je voulais absolument une montre dorée, je vous en avais déjà parlé. Je pense que pour les dress watch, en fait, c'est quand même plus pertinent d'avoir des montres dorées. Je suis pas forcément très très fan de l'acier sur des dress watch. Et donc, j'ai acheté cette montre-là. Donc, c'est un 35 mm, un diamètre assez vintage. J'avais eu une discussion avec quelqu'un en commentaire là sur une des vidéos quand j'avais présenté la Timex Marlin. Où j'avais dit la Timex Marlin c'est une super si vous voulez une montre habillée, j'en avais parlé, j'avais dit peut-être que je l'achèterais. Si vous voulez une montre habillée et que vous n'avez pas forcément envie de partir sur du vintage, parce qu'en fait ces designs là du 35 mm doré avec des verres assez bombés et des montres très très simples et tout, sans date il n'y a pas grand monde qu'en fait. Me dit, pour le coup j'avais dit ouais, pas d'Orient Bambino, parce que l'Orient Bambino elle est hyper épaisse. On fait quasiment 12 mm 5, donc pour une dress watch, pour moi, c'est un no-go. Et à ces tarots-là, c'est-à-dire on va dire en dessous de 250 €, la Timex c'était à moins de 100 balles. Elle est en promotion, mais elle est à moins de 100 €. Allez soit sur des lips vintage, et c'est encore potentiellement un conseil que je donne, mais c'est un conseil que je donne pas aux débutants, et c'est en ce sens qu'on en avait discuté de ça avec cette personne en commentaire, c'est que je préfère envoyer des gens vers la Timex Marlin, même si c'est un mouvement chinois. C'est quand même une marque Timex qui est assez renommée, réputée. De les envoyer vers ça plutôt que d'essayer de s'hasarder, d'avoir un chemin un peu hasardeux dans le vintage au début, qui est pas forcément facile. Et donc lui était beaucoup plus vindicatif. Il disait oui, il faut absolument acheter des lips, etc. Lip a un super héritage, mais encore une fois, si vous achetez une lip Dauphine, le mouvement est merdique en fait. C'est pas, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de parce que parce que c'est fait avant que c'est mieux. J'ai un mouvement de lip vintage ici. Donc ça c'est une lip Dauphine. Non, quoique, non, c'était pas une Dauphine. Je sais même plus ce que c'était. Les horlogeries m'excuseront, hein, de toute façon, elle est morte. Donc, ouais, c'était une Dauphine. C'était une Dauphine à l'origine. Il n'y a même plus marqué lip. Ouais, bref. Et en fait, le mouvement, il est pourri. Si vous vous attardez là-dessus. Alors, il y a une cage anti-magnétique, c'est assez bizarre. Alors voilà, vous voyez, c'est pas un mouvement qui est incroyable, c'est pas du tout fini, etc. En fait, c'est des mouvements. Le balancier aussi, librement, elle fonctionnait. Hein. Elle fonctionnait, mais j'ai jamais réussi à remettre la couronne, le système et tout, parce que c'est vraiment mal fait, en fait, c'est mal conçu. C'est pas du tout facilement démontable, et ouais, c'est super mal conçu. Donc, après, c'est des mouvements qui sont assez fiables, assez fins aussi, je trouve, ce qui est assez appréciable, et ce que l'horlogerie moderne n'est plus trop capable de faire. Directement, les normes aussi d'acier ont un peu changé là-dessus, mais directement vous avez facilement des montres qui font 10-15 mm. Et bon, alors après le truc c'est que dans l'entrée de gamme sur le Swatch Group par exemple, moi je suis un anti-Swatch Group primaire, enfin anti-entrée de gamme en tout cas, le Swatch Group privilégie absolument un recours quasi systématique à l'automatique. Et ça fait que forcément ça rajoute de l'épaisseur. Il y aurait peut-être, à part quelques modèles emblématiques que franchement j'aime bien, la Milton Khaki Field par exemple, où on a un remontage manuel qui permet vraiment de baisser l'épaisseur, enfin de diminuer l'épaisseur. Sinon le reste, c'est vraiment problématique. Mais pour en revenir à ces calibres-là, en fait le truc c'est que ce calibre-là, actuellement, je pense que c'est un France Ebosch celui-là, ou un autre calibre générique de ces années-là, je ne saurais pas exactement lequel dire, parmi les nombreux fabricants de calibres qu'il y avait à cette époque. En fait, c'est quand même relativement pourri, et ça vaut peut-être pas forcément mieux qu'un calibre chinois de maintenant. Donc aller vers une lip plutôt qu'une Timex,
Oui, pour l'histoire, etc., pour l'histoire de la manufacture. Faut savoir que LIP aussi, enfin, à l'époque, c'était, même si c'était mieux que dans les années 90 et tout, c'est quand même des montres qui étaient largement distribuées. Et puis c'était un peu, bon, l'équivalent de, je vais pas dire une Daniel Wellington parce que ça ferait offense, mais c'était quand même des montres qui étaient très très grand public, à part si vous allez vers des LIP Genève, des choses comme ça, des choses un peu plus rares, qui pour le coup, pour moi, valent le coup. Mais une LIP Dauphine, c'est pas forcément le truc qui vaut absolument le coup, quoi. On va revenir à l'Universal Genève. Un jour je remettrai d'aplomb cette LIP. C'est un projet que j'ai, mais elle m'avait gavé sur le coup. Ok, donc voilà, l'idée, c'est pas non plus de parler LIP 50 ans. Juste pour dire, en fait, il y a plein de gens qui commencent et qui se disent ouais, je vais absolument acheter pas mal de trucs et tout pour voir, et totalement à raison d'ailleurs, hein. J'encourage, bah forcément au début quand on commence on veut tout acheter, tout avoir, et c'est pas forcément une mauvaise chose je trouve, parce que ça permet de voir énormément de choses, mais par contre il faut savoir qu'on va perdre de l'argent parce qu'il y a énormément de choses en fait qui valent pas le coup, et notamment un truc absolument, enfin surtout quand vous commencez, n'achetez pas des Timex ou enfin le nom de distribution française qui était Kelton. Il faut absolument pas acheter ça, c'est de la grosse merde. C'est des boîtiers en chrome, enfin c'est des boîtiers en laiton qui sont chromés, les mouvements sont pas réparables parce que riftés. Enfin, il faut absolument pas acheter ça. Au moins sur la lip, là, le mouvement est démontable, hein. Difficilement démontable, mais démontable quand même. Donc oui, j'encourage, en tout cas dans cette gamme de prix-là, c'est-à-dire en dessous de, on va dire, 100, 150 euros, à plutôt se tourner vers Timex qui propose une super alternative avec un design qui est résolument vintage. Par contre, et c'est pour ça que je suis pas un ayatollah non plus du vintage, parce qu'il y a énormément de merde là-dedans. Il y a aussi de très très belles choses. Attention, hein, je dis pas non plus que tout le vintage est acheté. Mais pour quelqu'un qui commence, il vaut mieux quand même se fiabiliser avec quelque chose de neuf, ou alors de très récent, et de super fiabiliser, parce que les usinages ont considérablement évolué avec le temps, et c'est normal, et c'est exactement la même chose sur les bagnoles. Les usinages ont évolué, on met peut-être un peu moins de matière qu'avant, ça c'est vrai, parce que justement, peut-être oui, c'est vrai, il y a peut-être une volonté que ça dure moins, c'est vrai, c'est juste, mais en termes de précision, de fiabilité, ça a considérablement augmenté. Et donc, celle-ci, là, cette Universal Genève, elle, bon, je l'ai achetée 450 euros, c'est à peu près les prix. C'est vraiment dans la gamme de prix, je pense que je ferai pas de plus-value là-dessus. Doré en plus, qui est pas forcément un truc qui plaît de ouf aux Européens. Mais là-dessus, là, vous avez vraiment quelque chose qui est très intéressant et qui est vraiment pas cher, quoi. Parce que en neuf, quand vous essayez de... Enfin, pas cher, on s'entend. Mais en neuf, quand vous essayez de choper une montre neuve à 450 euros, actuellement... peut-être la Milton Kaki Field, mais qui est pas du tout dans ce même style. Qu'est-ce qu'on a d'autre en fait? On a pas grand chose d'autre, quoi. Des plongeuses un peu d'entrée de gamme, mais c'est quand même très très difficile d'avoir une montre habillée dans ce style, surtout qui soit, encore une fois, ultra fine. Oh putain, je viens de voir que la couronne est signée. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle, j'avais même pas fait gaffe. La couronne est signée, donc ça veut dire que couronne d'origine, franchement... J'ai même pas fait gaffe quand je l'ai acheté, mais bonne nouvelle. C'est très 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 difficile de trouver des bonnes alternatives à 450 euros. En neuf. Donc là, pour le coup, ça vaut le coup de se tourner sur le vintage. Après, encore une fois, il faut connaître. C'est très très difficile en fait. En réalité, c'est très 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 difficile de savoir exactement ce qui a été changé, ce qui n'a pas été changé, parce que, encore une fois, du fait de l'industrie et de l'écosystème d'établissage, il y a énormément de références. Par exemple, typiquement LIP. LIP, avant le dépôt de bilan, la fermeture, il y avait quasiment 1000 références au catalogue, parce qu'on va choper un jeu de cadran par-ci, on va choper un jeu de cadran par-là, etc. Et en fait, ce qui fait que, à part sur les modèles qui sont très 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 connus, Rolex, et encore même chez les Rolex, vous voyez un peu tout. Enfin, les gens. En fait, sur Rolex, le sujet, c'est que les gens ont fait l'effort de documentation étant donné les valeurs que ça a pris. Donc c'est-à-dire qu'on peut très très facilement discerner une 5513 Serif Dial, une 5513 cadran Gilt, 5512 cadran Gilt, 16800, 1680, enfin, etc. Toutes ces références-là, il y a des gens qui sont très très connaisseurs. Mais sur des modèles comme celui de l'Universal Genève, comme cette Universal Genève, en réalité, c'est que les mecs, ils recevaient un jeu de boîtier, plaqué or ou pas, ils recevaient un jeu de mouvement, micro-rotor, etc. Et puis ils avaient juste à adapter le fond de boîte, et puis voilà, quoi, rouler jeunesse, ils balançaient la production, et puis on avait des batchs un peu de production en fonction de ce qui arrivait en stock. Et il n'y a pas réellement de production unifiée, de production en chaîne. Enfin, le Fordisme n'a pas atteint l'horlogerie avant les années... Enfin, avant très récemment en fait. Donc très très difficile d'avoir une vue un peu sur toutes les références, et on peut très très facilement se retrouver avec un truc qui a été modifié, bidouillé de partout, qui est en soi pas très grave en fait. Enfin,
pour moi, c'est pas très très grave parce qu'en fait, il y a aussi cette notion à l'époque un peu de réparation, c'est-à-dire qu'on répare un peu avec tout ce qu'on trouve. Si on se retrouve avec un boîtier, avec un cadran qui match, et ben on met dessus et puis voilà quoi, rouler jeunesse, ça repart, le client est content parce qu'il a un cadran propre. En Italie, quand vous allez en Italie, chez certaines, à Milan par exemple, il y a des boutiques de montres où les mecs ils vous vendent une Digest des années 70, une 1601, et puis ils vous disent quelle couleur de cadran tu veux, et puis une demi-heure plus tard, ils te montent soit un cadran bleu, soit un cadran gris, soit un cadran blanc, etc. Et puis voilà, quoi, c'est pas trop le sujet. C'est un peu personnalisable, un peu modé, quoi. Mais donc, il y a eu énormément de choses comme ça, surtout à une époque où ça valait vraiment rien. Et puis encore plus maintenant où il y a quand même un petit billet à se faire. Donc les gens ont un peu moins de scrupules. Je trouve qu'une des marques les plus compliquées à appréhender, c'est quand même Omega là-dessus. Il y a eu énormément de production chez Omega. Universal Genève, c'est un peu moins le cas. Mais c'est pareil, enfin, ils ont beaucoup moins produit, donc il y a beaucoup moins de déclinaisons possibles. L'idée un peu de cette vidéo, c'est de vous dire avec cette nouvelle montre, et ben en fait, allez sur du vintage pour des choses que vous ne pourrez pas retrouver dans le neuf en fait. C'est un peu la conclusion de ça. Ça, actuellement, ça ne se fabrique plus. Alors, on peut trouver ça désuet, on peut trouver ça démodé, on peut trouver ça ou vintage, ou on peut dire que ça a un charme, etc. Là n'est pas le sujet, c'est une question de goût. Mais si vous avez le goût pour ce type de boîtier, parce que ça, actuellement, un type de boîtier comme ça, en montre abordable à moins de 1000 balles, mais même en montre pas abordable en fait, vous avez peut-être la Kaki Aviation, là, l'espèce de truc que Hamilton a sorti, mais ça va faire 10 mm d'épaisseur encore. Vous avez un boîtier comme ça, il est pas doré en plus, donc c'est vraiment introuvable. Très très peu de marques font encore des 2 aiguilles. Hamilton en fait un peu. Et je trouve qu'Hamilton, c'est vraiment une bonne marque dans le Swatch Group. Enfin, il y a quand même d'énormes beaufries, mais de manière générale, ils font des belles choses, je trouve. Mais sinon, il y a pas à moins de 1000 euros des marques qui sont capables de vous fournir ça en neuf. Donc là pour le coup, allez sur le vintage. Après, acheter une skin diver des années 60 avec un mécanisme à remontage manuel. Il y a certaines ski divers qui avaient même pas de couronne vissée. Donc dans les années 60. Et j'ai rencontré des mecs, des passionnés aussi, qui avaient acheté ces trucs, et c'est des merdes en fait, parce que c'est des montres avec des calibres à 18 000 alternances, c'est hyper difficile à régler. C'est des mouvements souvent en fait qui sont tout petits parce qu'ils pouvaient aussi être adaptés sur des calibres de femmes, donc il y a très très peu d'inertie dans le balancier, donc ça se dérègle super vite. Encore plus avec les champs magnétiques actuellement. Donc il faut faire attention à ça. Mais par contre, ça, c'est Universal Genève, c'est de la très très grande qualité. À l'époque, Universal Genève, c'était une top marque, au même titre que Omega, Longines, etc. Donc vous avez de la qualité à vraiment pas cher. Universal Genève, c'est définitivement une marque sous-cotée. Je pense que c'est une marque qui va prendre de la valeur dans les années à venir, si le marché continue à pop, hein, parce qu'il y a quand même un monde où le marché s'effondre et que les gens se désintéressent des montres. Mais si le marché est dans la même conjoncture qu'actuellement, il y a de très grandes chances que Universal Genève monte. Je vous dis pas d'acheter ça en tant qu'investissement, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de chances que vous retrouviez jamais vos ronds, surtout sur ce genre de modèle très très habillé. Mais go sur le vintage quand c'est un intérêt, et pas go sur le vintage, enfin quand c'est un intérêt de design en tout cas, et de technicité, là, parce que le calibre est tellement fin. Mais par contre, allez pas forcément sur le vintage pour acheter une plongeuse ou ce genre de choses, à moins que vraiment vous kiffiez le modèle et qu'il soit pas réédité et que vous vouliez exactement l'original. C'est aussi une autre démarche qui s'entend. Mais enfin, l'idée de la vidéo, c'est vraiment de dire ouais, il y a quand même des trucs dans le vintage qui sont assez fun et assez dingos, et sur lequel il faut aller parce que ça se refait pas maintenant, quoi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. C'est un peu la reprise des vidéos. Donc la semaine prochaine, il y aura aussi des vidéos. Je vais continuer à essayer de faire une nouvelle vidéo par semaine. Et puis reprendre un rythme. Ça va pas forcément être super facile. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, bisous l'équipe.